bonjour à tous déjà, bonjour à toutes les personnes là, qui sont sur le site et toutes les personnes qui nous suivent avec Vers de Terre Productions. Et donc j'avais quelque chose de très très important à vous dire, c'est que la vie est belle. Voilà, la vie est belle et les champignons nous aident à la rendre beaucoup plus belle quelquefois. Alors je ne parle pas des champignons hallucinogènes, hein. Je parle des champignons dans leur ensemble, règne fongique. Et ce que nous allons essayer de voir là pendant le moment que nous allons passer ensemble, c'est en quoi les champignons sont liés à l'eau, nous relient en permanence au milieu aqueux et vont même jusqu'à faire venir à eux cette eau de plein de façons différentes. Parce que ça, en fait, c'est un truc que j'ai... dont on m'avait déjà parlé depuis fort longtemps, mais par petites bribes, par petits éléments séparés. Et lorsqu'on les met tous bout à bout, tous ces petits éléments, ça pourrait peut-être nous donner quelques inspirations dans la façon de gérer ou d'accompagner ce réchauffement climatique. Alors on dit que les champignons, c'est bon pour l'eau, mais oui, il y a plein de forêts qui se meurent aujourd'hui. Il y a des tas de difficultés. Tout à l'heure, on a vu avec les morchella, enfin, donc, celles qui poussent sur les lieux calcinés, hein, qu'elles peuvent apporter, enfin, qu'il y a des champignons spécifiques de ces lieux calcinés qui peuvent remettre en marche des écosystèmes. Voilà, et peut-être pour commencer, juste de se plonger dans l'histoire des champignons, qui est très intimement liée à l'histoire de la vie, hein. En fait, le monde vivant et tout l'arbre phylogénétique du vivant est issu de quelques archéorganismes, archéobactéries, on ne sait pas trop comment les classer, qui s'est divisé en deux grandes catégories de façon assez précoce. D'un côté, tout le monde des bactéries. Le monde des bactéries, c'est tous ces petits organismes unicellulaires, minuscules, qui, lorsqu'ils trouvent une forme d'énergie, de nourriture, vont commencer à se développer en masse, hein. Et de l'autre côté, certaines de ces archéobactéries se sont réunies en filaments et ont commencé à s'organiser pour faire des réseaux et mettre en lien finalement les masses de bactéries. Des réseaux, des masses, donc des champignons seraient nés un petit peu là-dedans. Et entre les interactions qu'il y a entre ces bactéries qui grossissent, qui grandissent, qui prennent de la place, et puis ces champignons qui mettent en lien, et bien entre ces deux pôles a émergé la totalité de l'arbre phylogénétique du vivant. Et donc, de façon primordiale, tout être vivant se retrouve relié à ces deux grands pôles d'interaction. Et donc, en fait, on retrouve toujours, même dans nos organismes, on est toujours associé à un certain nombre de bactéries, celles de notre peau, celles de notre appareil digestif, et de champignons, les levures que l'on a aussi dans notre appareil digestif, ainsi que tous les petits champignons qu'on peut avoir sur notre peau, qui, à par moments, peuvent aussi être pathogènes, mais pas que, hein. Voilà. Et donc, au moment de l'évolution de la vie, euh, il y a eu un moment assez intéressant à explorer. C'est celui où le monde du végétal a commencé à coloniser l'air. Au départ, toutes les plantes, tout le monde végétal était aquatique et vivait dans l'eau. Et puis vous savez comment ça se passe, hein, quand on est au bord de l'eau, au bord de la mer. De temps en temps, ben, par les marées, par les vagues, par les tempêtes, des débris marins vont se retrouver sur les côtes. De la même façon, le long des rivières, il devait commencer à y avoir plein de petites plantes et de petits animalcules qui ont commencé à coloniser tous les milieux aquatiques. Et puis, chaque fois qu'il y avait une crue, chaque fois qu'il y avait un débordement, eh ben, une partie des organismes se retrouvaient échoués sur les rivages, sur les berges. Et donc, assez rapidement, on peut imaginer que cette quantité de biomasse qui n'était plus dans l'eau
a commencé à s'accumuler jusqu'à ce que, justement, les champignons organisés en réseau commencent à essayer d'explorer ces milieux organiques pour faire revenir dans l'eau tous les nutriments qu'ils avaient pu décomposer sur les rivages ou sur les berges. Et c'est étonnant, c'est étonnant. Donc, le champignon sort de l'eau, va sur la berge de la rivière, décompose la matière organique et la fait revenir. Et en fait, c'est dans ces amas de matière organique et de champignons que les plantes ont commencé à évoluer. D'ailleurs, certains vont même jusqu'à nous dire que les champignons préexistants dans les zones à l'air libre avant les plantes, que ces champignons donc ont commencé à imposer leur façon de fonctionner. Et puis les quelques plantes qui arrivaient là-bas, en fait, ont très tôt développé des systèmes relationnels avec les champignons, peut-être au début de façon un petit peu parasitique, hein, ou peut-être pas, on n'en sait rien. Hein. Mais le fait est, c'est que lorsque l'on regarde les fossiles des grands lycopodes du Carbonifère, des arbres qui pouvaient mesurer 30-35 mètres de haut, on ne connaît pas de racines sur les lycopodes. Voilà. Par contre, on observe à la base des troncs des espèces de structures qu'aujourd'hui on a tendance à rapprocher des mycorhizes, c'est-à-dire des organites qui permettent de faire la connexion entre une plante et un champignon. Donc finalement, les champignons ont été probablement les premiers systèmes racinaires des plantes. Et ensuite, le système racinaire a probablement évolué, ou pas, vers une optimisation de cette relation. Et c'est intéressant, même si ce n'est pas entièrement vrai, mais c'est intéressant d'observer les champignons comme en fait quelque chose qui vient avant les plantes, et les plantes essayant de s'organiser pour s'adapter le mieux possible aux champignons. D'ailleurs, dans la pratique, presque toutes les plantes sont mycorhizées, presque toutes les plantes vivent en relation avec des champignons. Champignons donc mycorhiziens, hein, mais comme le disait l'intervenant tout à l'heure, il y a aussi d'autres champignons, dont certaines morilles, mais beaucoup d'ascomycètes, beaucoup d'autres champignons d'ailleurs, qui sont juste endophytiques, qui vivent à l'intérieur des plantes sans pour autant établir des relations mycorhiziennes avec les plantes. Donc, ça veut dire sans pour autant que l'on puisse voir des petits organites dans les racines ou autour des racines qui puissent permettre de faire des échanges. Les champignons colonisent les racines des plantes, car les racines des plantes sont poreuses et donc ouvertes aux champignons. Voilà. Et donc là, je voulais juste vous présenter un tout petit film qui va montrer en fait comment fonctionne un champignon dans son environnement. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit donc, pour l'instant, pas grand-chose, mais on va voir donc un Cunigamella, qui est un champignon qui décompose du bois, qui lui n'est pas du tout mycorhizien, cultivé dans de la gélose, dans une lame microscopique, et on va voir des pseudomonas, qui sont des bactéries très communes du sol, hein, qui sont d'ailleurs fixatrices d'azote par moment, et on va les voir circuler. Alors, vous voyez, à l'intérieur donc le mycélium des champignons, donc ça c'est très fin, ça fait 4-5 microns de diamètre, donc c'est tout petit, 0,0005 mm. Et autour, il y a une zone aqueuse, une zone hydratée. Hein, et dans cette zone hydratée circulent des bactéries, circulent les nutriments, circule l'eau, circule absolument tout ce que le sol peut contenir. Mais également, vous voyez, dans cette narration, des champignons s'approfitent, donc qui décomposent du bois, qui décomposent de la matière organique, échoués sur le bord de rivage, on voit que la surface du champignon est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle va former ces grands manchons d'eau qui vont partir de la rivière, qui va partir des points d'eau, pour rejoindre les endroits où il y a de la matière organique à décomposer.
Alors, l'eau qui est autour de ces mycéliums de champignons a plein de propriétés tout à fait extraordinaires, hein, liées probablement à donc, la fluidité, hein, de l'eau, l'hyperfluidité qu'elle acquiert dans certaines conditions, et puis peut-être aussi à des formes de, de capillarité, hein, voilà. Donc c'est assez étonnant. Oui, alors, une des conséquences de ces choses-là, c'est que, par exemple, dans une forêt, dès qu'il pleut, le sol est tout de suite sec. Alors, il est tout de suite sec, ce n'est pas que les plantes absorbent, c'est simplement que les zones de capillarité, d'hyperfluidité qu'il y a autour des mycéliums de champignons vont se gorger d'eau instantanément sur toute la profondeur du profil. Et si vous avez des racines qui descendent à 1 mètre, 2 mètres, même quelquefois 4 mètres, toute l'eau se retrouve répartie dans cette immense éponge que constituent les champignons. Voilà. Et de la même façon, lorsqu'on a des arbres sur une ripisylve, hein, alors je suis revenu en plein écran, ça marche Dylan? Voilà. Et donc lorsque je suis au bord d'une ripisylve, c'est-à-dire d'une forêt qui borde une rivière, et que les plants des arbres sont pleines de champignons mycorhiziens, ou que du bois mort accumulé par là nourrit toute une quantité de champignons qui décomposent du bois, ces champignons vont agir comme par une espèce de succion pour attirer l'eau de la rivière pour la mettre sur les berges. Voilà, et donc les berges vont être plus ou moins alimentées en eau. Euh, et donc les champignons vont être les architectes, ou du moins les ingénieurs de cette migration de l'eau des rivières, des fossés, même quelquefois de petites mares, jusque dans toutes les zones environnantes. Ce qui va permettre la répartition de cette eau dans le milieu, c'est que les champignons soient bien alimentés, hein. Et donc, dans cette histoire des champignons archaïques qui ont commencé à coloniser les cours d'eau, enfin le bord des cours d'eau, ensuite de ces plantes qui viennent se mettre dessus, les plantes, pour avoir de l'eau, ont bien évidemment commencé à établir des relations de plus en plus intimes avec les champignons, parce qu'eux sont vraiment des grands experts dans la circulation de l'eau. Et donc ces relations intimes leur permettent de se déployer, hein. Et vous savez, se développe ce que l'on nourrit. Un arbre, une plante, même presque toutes les plantes, vont arriver à euh, dépenser 20% de leur sève pour arriver à alimenter des champignons mycorhiziens. C'est assez énorme, 20%. Et quand elles vont mal, elles vont même en donner beaucoup plus, 40%. 40% parce que viendront par les champignons beaucoup plus de choses, et donc beaucoup plus de substances, de nutriments, ou d'autres choses d'ailleurs, qui pourraient permettre aux plantes de mieux s'en sortir en cas de difficulté. Voilà, ça, ce sont des choses qui sont très belles, et de cette coopération que l'on rencontre dans le monde vivant, hein. Et que ces champignons soient justement des grands maîtres de cette coopération, car ils font des liens, ils mettent en réseau. Voilà donc notre rivière, notre forêt, notre eau qui va être tout doucement pompée. Et les plantes qui sont autour vont commencer à bénéficier également de cette eau. Parce que, il y a quelque chose de surprenant dans le monde des champignons. C'est que quand on étudie la génétique des champignons, on va extraire ce qu'il y a à l'intérieur du mycélium, donc les noyaux des cellules, pour essayer de les qualifier. Mais lorsque l'on prend conscience que le champignon vit dans un milieu qui d'ailleurs il digère très souvent, dans cette zone d'hyperfluidité qu'il y a autour des mycéliums. Donc en fait, on en arrive très vite au constat que tous les champignons partagent le même appareil digestif, qui est le sol dans lequel ils se trouvent.
Et donc, oui, la zone d'hyperfidélité donc, qui est autour d'un mycélium, qui va rencontrer la zone d'hyperfidélité d'un autre champignon, donc, qui est aussi autour de ce mycélium. Tout ce qui va être contenu dans ces différentes zones aqueuses vont se mélanger et vont même migrer des endroits où elles sont le plus concentrées vers les endroits où elles sont le moins concentrées. Et les endroits où elles sont moins concentrées, il suffit qu'une petite plante à l'ombre d'un grand arbre commence à se développer, elle va commencer à consommer un petit peu plus les nutriments contenus dans le secteur, là, et donc ça va créer un puits, un vide, dans lequel les nutriments vont continuer à affluer pour continuer à nourrir la petite plante. Voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant, d'assez surprenant. Donc, quand on est au bord de l'eau, les plantes poussent mieux. Ça, tout le monde l'a remarqué. Mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne, on commençait à apparaître peut-être un petit peu plus de problèmes quand on s'éloigne de l'eau. Et en fait, on observe deux grandes façons d'aborder ces problèmes dans le monde des végétaux. La première façon, dans les milieux qui sont relativement compliqués, c'est-à-dire quand il y a soit qu'il fait très froid, ou soit qu'il y a des alternances de chaud et de froid, soit qu'il y a donc des zones où les milieux sont complètement noyés, parce que les hivers peuvent être très pluvieux. Mais là, en fait, on va se retrouver avec des catégories de champignons plutôt ectomycorhiziens, c'est-à-dire qui vont vivre autour des racines et qui vont vivre un petit peu donc en parasites au moment où les plantes, où le milieu devient un petit peu froid, ou au moment où le milieu devient un petit peu trop noyé. Donc en fait, ces champignons ectomycorhiziens vont souvent manger les radicelles de leur hôte en hiver, quand il fait froid, pour pouvoir se développer. Alors ce sont des champignons qui n'aiment pas tellement l'humidité, mais qui ont l'habitude de traîner dans des milieux qui sont, somme toute, assez humides. Je crois que Marc-André va faire une conférence là, dans les heures qui viennent sur les problématiques de tanins. Donc, il vous expliquera dans le détail comment est-ce que les plantes utilisent cette façon dont les champignons les digèrent pour recycler leurs tanins, recycler leurs déchets et permettre de remettre en circuit les nutriments. Mais voilà, quand les milieux sont beaucoup plus secs, c'est plus du tout les mêmes types de champignons qui interviennent sur les racines. D'ailleurs, ça a été un peu cartographié sur toute la planète. Dans les milieux plus secs et plus arides, on a plus affaire à ce qu'on appelle des champignons endomycorhiziens, c'est-à-dire qu'ils vont vivre à l'intérieur de la racine. Ils vont même se trouver tellement bien dans ces racines qu'ils vont y faire leur réserve. Ils vont y mettre des petites vésicules dans lesquelles ils vont stocker l'excédent de nourriture qu'ils ont réussi à capter pendant certains moments pour pouvoir se redévelopper dans les milieux lorsque ces milieux vont devenir plus arides, plus secs ou qu'il y aura moins de nutriments. Ils vont vivre en étroite collaboration avec les plantes et sont donc, comme ils vivent dans des milieux souvent un petit peu plus enfin, où il n'y a pas de froid et où il n'y a pas d'excès d'eau, ben ces champignons vont avoir tendance à prendre le dessus et à bien se développer. Alors, quand je ne dis pas d'excès d'eau, c'est qu'il faut qu'il y ait le froid et l'excès d'eau en même temps. Vous voyez, par exemple, dans les zones tropicales humides, on a aussi beaucoup de champignons endomycorhiziens. C'est la conjonction du froid et de l'excès d'eau qui va induire le développement des ectomycorhiziens. Alors ça explique en partie pourquoi nos forêts meurent aujourd'hui. Même quelquefois, ces champignons avec ces zones d'hyperfidélité sont capables de faire remonter de l'eau des grandes profondeurs des nappes phréatiques, puisqu'on arrive à voir sur des arbres qui plongent à 20 mètres de profondeur, sur leurs petits pivots. Alors un pivot, c'est quoi? Le pivot, c'est quand un arbre germe, quand une graine germe, elle fait une petite racine très très fine qui va descendre, jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle définitif. Si c'est un petit obstacle qu'elle peut contourner, elle va le contourner, elle va continuer de descendre. Ce pivot donc va
être aussi complètement entouré d'un manchon de champignons et de cette zone d'hyperfluidité d'eau. Et donc, il va mettre en relation la profondeur du sol avec la surface. Et puis, dès que la plante a suffisamment d'eau, hein, un poirier qui pousserait dans une zone très aride, dans une garrigue par exemple, ce poirier donc ne ferait qu'un petit pivot et n'émettrait que quelques feuilles, 5-6 feuilles, pendant 1, 2, 3, 4 ans, jusqu'à ce que son pivot soit descendu suffisamment profondément. Et dès que le pivot est descendu assez profondément pour pouvoir alimenter correctement en eau la plante, là, la plante commence à se développer de façon importante et développe à ce moment-là un système racinaire très superficiel qui, finalement, sur un vieil arbre, va représenter 99% du système racinaire. Le pivot étant qu'un tout petit truc qui va descendre en profondeur et permettre justement le démarrage de la croissance d'un arbre. Et donc, tous ces pivots de toutes ces plantes qui vont vivre dans des milieux qui peuvent être soumis à une grande aridité, ce qui va caractériser ces plantes de grande aridité, c'est justement que ce sont des plantes souvent endomycorhiziennes, avec des types de champignons très particuliers. Or, dans nos forêts, quelles sont les plantes qui vont être plutôt ectomycorhiziennes? Quelles sont celles qui vont être plutôt endomycorhiziennes? Alors, bien sûr, il y a plein d'exceptions, il y a la nature fourmille de plein de variances, mais ce qu'on a quand même remarqué chez nous, c'est que tous les grands arbres du cœur de la forêt, les hêtres, les chênes, quasiment tous les conifères, les charmes, les noisetiers, sont des plantes ectomycorhiziennes, dont les champignons sont autour et donc adaptés au froid et à l'excès d'eau simultané. Les plantes de la famille des rosacées, donc les sorbiers, les cormiers, les aubépines, les pruneliers, les ronces, tout ça sont des plantes plutôt endomycorhiziennes. Et vous voyez, dans notre façon de gérer les forêts, d'entretenir les sous-bois pour qu'il n'y ait pas de concurrence, en fait, on empêche aussi, par ce biais-là, ces champignons endomycorhiziens de vivre et de pouvoir alimenter en eau les nappes de zones d'hyperfluidité de tous les mycéliums. Et si dans nos forêts, on avait un petit peu plus d'arbres fruitiers, probablement qu'elles mourraient beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Et donc, ça peut nous faire réfléchir sur différentes voies d'exploration, de réintroduire dans nos massifs forestiers un petit peu plus de ces plantes endomycorhiziennes pour faire le pari de justement la compensation hydrique dont vont être capables ces plantes-là. Et ce que l'on constate souvent, c'est que tous nos peuplements un petit peu trop spécialisés sont les plus fragiles et ceux qui meurent en premier. Dans les peuplements plus diversifiés, on constate déjà dans nos massifs forestiers un petit peu plus de résilience. Voilà, donc j'espère que vont écouter des gestionnaires forestiers et qui pourront aller explorer justement le monde fongique, hein, et trouver quelques clés de compréhension de la mortalité des forêts aujourd'hui. Mais ça, on pourrait aussi le transposer au niveau de notre agriculture. Si ces plantes endomycorhiziennes, et notamment celles qui font des pivots, qui vont descendre en profondeur, sont capables de faire remonter de l'eau, n'aurait-on pas intérêt à les associer à nos cultures pour avoir accès un petit peu plus à l'eau? Très certainement, hein. Et le grand mouvement que l'on rencontre aujourd'hui autour de l'agroforesterie illustre justement cette observation que dans de nombreux cas, la cohabitation entre les plantes cultivées et nos arbres s'avère plutôt positive. Voilà, donc on cultive les arbres, on cultive des plantes simultanément, des plantes agricoles traditionnelles. Tout ça pour qu'elles créent des associations, des symbioses qui puissent permettre de mieux résister
au réchauffement climatique. Voilà, les champignons ont plein de choses à nous apprendre sur les façons dont ils font venir l'eau jusqu'à eux, mais ce n'est pas tout. Parce que les champignons ont plein d'astuces dans leur besace, si j'ose dire. Ouais, imaginez-vous que, ouais, comme pour les morilles. Les morilles, quelquefois, elles sont symbiotiques, elles vivent en symbiose avec un arbre, mais à d'autres moments, elles sont saprophytiques, c'est-à-dire qu'elles vont décomposer du bois. Une morille, donc, qui serait connectée à un arbre, donc bénéficierait de 20% de la sève de cet arbre tout au long de l'année. Mais les moments où le temps commence à devenir un petit peu sec, qu'est-ce qui va se passer? Donc la morille ne va plus bénéficier de la photosynthèse de l'arbre, parce que l'arbre étant en difficulté va l'arrêter un petit peu. Par contre, elle va commencer à décomposer le bois mort dans la forêt. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour ça, parce que les champignons ont inventé quelque chose d'extraordinaire, c'est le canon à protons. Hein. Ils envoient des H+, des protons dans le milieu, qui vont décomposer, faire exploser les molécules très très complexes de bois, de ligne et de cellulose, et pour ensuite les assimiler. Hein. Ce que les bactéries ne savent pas bien faire, parce que les bactéries ne savent fonctionner que sous un mode enzymatique, c'est-à-dire d'avoir des grosses molécules qui viennent se fixer sur des morceaux à digérer, couper le morceau qui les intéresse pour ensuite te digérer. Comme les molécules de bois, de lignine, de cellulose sont très très complexes, on n'a pas beaucoup dans la nature, pas beaucoup d'enzymes susceptibles de décomposer le bois. C'est ce que les champignons font en faisant exploser tout ça, et ensuite les petites enzymes vont arriver à le faire. Et c'est pour ça que les champignons sont des champions dans la décomposition du bois et qui font ça avec presque pas d'azote d'ailleurs. Ils ont besoin de protons. Et vous savez où est-ce qu'ils trouvent ces protons? Ils trouvent ça dans le pipi des plantes. Parce que les plantes relarguent de l'acide carbonique par leurs racines, H-CO3, hein, HCO3-, hein, et donc c'est du gaz carbonique avec un proton dessus. Hein, et ce proton, elles le prennent et le relarguent dans le... Ça, ce font les champignons, ils prennent ce proton-là pour le relarguer dans l'environnement. Voilà, donc un problème devient une solution et que ceci permette de digérer du bois. Hein. Mais ce bois digéré, c'est quoi? Ce sont des sucres. Le bois est un polymère de sucre étanchéifié par les déchets des plantes, donc tous les tanins. Voilà. Et quand ces polymères de sucre se trouvent décomposés par les champignons et par notre morille tout à l'heure, ça va remettre en solution, dans la zone d'hyperfluidité, ça va remettre en solution des sucres. Et ces sucres vont pouvoir être absorbés directement par les plantes. C'est-à-dire que pendant toute la phase de printemps, d'automne, d'hiver, où l'arbre nourrit généreusement son champignon, en été, l'arbre va bénéficier des sucres issus de la dégradation du bois pour pouvoir pousser. Mais donc là, il va pouvoir pousser, mais en utilisant beaucoup moins d'eau. Hein, parce que pour faire sa photosynthèse, il va avoir besoin de beaucoup d'eau, et la photosynthèse, ça fait des sucres. Là, il aura accès directement à des sucres. Et donc, des études très, très intéressantes ont été faites et qui montrent que quelquefois, une plante va être alimentée à 5%, 10%, 15%, 20%, même sur certaines phases de leur vie, presque essentiellement, par des sucres produits soit par d'autres plantes, soit par la décomposition des plantes et par des sucres contenus dans le bois qui retournent dans les plantes. Donc ça permet aussi, pendant ces périodes de sécheresse et de canicule, de continuer à faire pousser des plantes avec beaucoup moins d'eau, puisque les sucres sont déjà formés. Ce n'est pas comme si les plantes devaient refaire elles-mêmes la photosynthèse. C'est un rapport de 1 à 30. Les plantes ont besoin de 30 fois moins d'eau pour faire la même quantité de biomasse quand ça part de champignons mycorhizés, enfin de champignons qui décomposent le bois. Alors, sur des petits laps de temps, pendant les périodes les plus difficiles, les plus chaudes et les plus sèches. Mais vous voyez, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Et donc, nos champignons, alors,
les morilles sont des champignons qui font des ectomycorhizes. Hein. Et dans les ascomycètes, il y en a d'autres aussi, comme les truffes, qui font aussi des ectomycorhizes. Donc, par rapport à la théorie que je disais tout à l'heure, que les ectomycorhizes ne sont pas tellement adaptés à la sécheresse, il y a des exceptions. Et dans les ascomycètes, on en connaît beaucoup. Hein, des plantes qui sont capables, des champignons du moins, qui sont capables de vivre dans des milieux d'une aridité extrême. Et la truffe qui vit sur des cosses calcaires où il n'y a pas d'eau, la morille qui arrive à pousser juste après un incendie dans des endroits où l'aridité du milieu était imposée par la force des flammes. Hein, et ben dans ces milieux-là, ces champignons-là vont être capables de rebâtir en fait des écosystèmes. Hein. Donc il ne faut pas être trop catégorique dans les façons de penser, mais que même chez des ectomycorhiziens, il y a des champignons qui peuvent être aussi de fabuleux ingénieurs pour ramener de l'eau à la plante. La truffe, c'est un des cas, on va dire, complètement d'école, hein, sur les façons dont les sols se reconstituent après d'énormes cataclysmes. Après il y a eu un feu, un éboulement, la terre qui a été remuée par des gros bulldozers, on sait trop quoi. Un des rares champignons qui arrive à vivre dans ces milieux-là, dans les zones arides, c'est la truffe. Voilà. Hein, la truffe, elle a besoin de très très peu d'eau pour se développer. Et donc les arbres qui sont en périphérie de ces zones qui ont été fortement perturbées, les arbres ont quelques racines qui passent là en dessous, et donc ces racines vont avoir accès à peu de choses parce que le milieu est très aride. Et la truffe, en fait, a une stratégie bien à elle. Elle va se connecter à l'arbre. Quelquefois, l'arbre va lui donner beaucoup, beaucoup de sa sève, hein, 20, 25, 30, 40% dans les cas dont certaines mesures. Elle se comporterait presque comme un parasite. Mais elle va produire une quantité de mycélium invraisemblable, tellement dense, tellement important qu'il n'y a plus de place pour tout le reste. Et le sol ne va être constitué que de quelques racines d'arbres, de toute la matière minérale que constitue le sol et du mycélium de truffe. C'est ce qui fait les fameux brûlés qui entourent les arbres qui portent des truffes. Mais ce mycélium, il va être plein d'eau, c'est une vraie éponge, il va absorber l'eau, et en plus il va être capable d'absorber l'eau dans des anfractuosités du sol et même des cailloux, aux endroits où les racines n'ont pas du tout accès. Créant de la fraîcheur dans le sous-sol, plein d'animaux vont être attirés par ce lieu-là. De petits animalcules, des petits colamboles, des petits vers de terre, des petits carabes, des petits liodes, des camebiens, enfin plein de petites bestioles bizarres qui vivent dans le sol. Et toutes ces petites bestioles donc vont augmenter la biomasse du sol. Alors ça, c'est aussi quelque chose de surprenant, c'est qu'il y a plus de vie dans un sol truffier, enfin il y a autant de vie dans un sol truffier que dans une forêt, alors qu'on est dans un milieu d'une extrême aridité. La truffe agit comme un aimant, elle attire à elle plein de petites bestioles, plein d'animalcules, qui eux, en venant vivre ici, en venant s'y manger, y perdre leurs excréments, et puis aussi y mourir, vont commencer à enrichir le sol d'une richesse de nutriments extraordinaire. Et c'est le tout premier élément qui va permettre au sol de se reconstituer et à la forêt de venir à cet endroit-là. Partout où la terre le peut, elle appelle un arbre, et c'est ce que fait le chêne truffier et ce que fait la truffe ensemble pour permettre à la forêt de progresser. Chose étonnante, le tour de notre brûlé fonctionnera d'autant mieux qu'on aura des champignons endomycorhiziens. Vous savez, ceux qui ont un côté qui aiment beaucoup l'aridité, qui supportent les canicules, les sécheresses à répétition. Ces champignons-là vont justement probablement permettre l'accès. Imaginez un petit prunelier, un petit cerisier de Sainte-Lucie ou un petit poirier sauvage qui va pousser à cet endroit-là. Il aura un pivot. Il aura un pivot de champignons endomycorhiziens
qui va permettre de faire remonter l'eau des profondeurs jusqu'à la périphérie du brûlé. Et dans quelques travaux que nous avons réalisés, nous avons pu démontrer que l'abondance de ces champignons endomycorrhiziens va être le principal facteur explicatif du calibre des truffes, donc du fait que les truffes se développent bien. Voilà. Alors si je prends cet exemple, c'est aussi pour dire que dans cette symbiose qu'il y a entre les arbres et les champignons ont une fonction très importante qui est aussi de nourrir la microfaune du sol. C'est-à-dire que dans un sol qui ne serait plus très vivant, comme les champignons se développent, ils vont attirer, par la masse alimentaire qu'ils vont représenter, ils vont permettre d'attirer à eux toute la faune que la forêt produit, toute la microfaune que la forêt produit, et que les arbres savent produire. Et donc, toutes ces petites bestioles, tout ce qui fait qu'un sol est vivant, va sortir de la forêt pour aller explorer des zones sèches, des zones arides, des zones compliquées, dans lesquelles, normalement, ils ne vont pas trop vivre, parce qu'il n'y a pas suffisamment de couverts végétaux, il n'y a pas suffisamment de plantes, en été ça sèche, voire même ça brûle. Et donc, tous ces petits animaux ont besoin de refuge pour passer les moments difficiles. Ces refuges sont dans la forêt. Et dès qu'ils le peuvent, ils vont rejoindre les champignons qui vivent aussi à l'extérieur de la forêt pour pouvoir s'en nourrir et par là même constituer des sols, constituer des réserves d'eau dans ces sols et permettre à la forêt de progresser. Vous voyez, la vie est belle, elle est étonnante. Tout fonctionne ensemble, tout est lié. Nos champignons, nos plantes et la vie du sol, ça constitue une espèce de trame vivante sur laquelle toute la vie repose. Et que sur toute la planète, il y a plein de lieux, plein d'endroits où ça fonctionne plutôt bien malgré l'aridité. Vous voyez, on voit par endroits des déserts reverdir, on voit par endroits tout le contraire aussi des zones d'une grande richesse biologique partir en fumée. Aujourd'hui, on a peut-être à réfléchir aux façons de mettre en lien ces lieux-là, ces lieux où la vie progresse et ces lieux où la vie se déprime. Et d'aller vers plus de vie, c'est peut-être essayer d'organiser la mise en relation des lieux où il y a beaucoup de vie vers les lieux où il y a moins de vie. Lorsque un désert apparaît quelque part, vous savez, dans l'histoire de la Terre, les déserts ont très souvent apparu. Les premiers grands déserts qui apparaissent, c'est les déserts qui apparaissent après la glace. Vous savez, quand il y a une grande glaciation, que toute la banquise arrive jusqu'aux portes de chez nous, 200 mètres d'épaisseur de banquise au-dessus de Paris, par exemple. Vous vous rendez compte, il y a 12 000 ans. Et que cette banquise commence à fondre, elle laisse derrière elle une terre absolument nue, vierge. Dans le vent, on va commencer à amener des spores de champignons, des graines de plantes pionnières qui vont commencer à coloniser ces secteurs-là. Et puis les animaux vont venir. Les animaux vont venir pour explorer des pâturages, de nouveaux pâturages qui se forment. Et puis peut-être que quelques chasseurs, quelques prédateurs vont venir suivre ces animaux-là. Homo sapiens, il y a 12 000 ans, lorsqu'il a commencé à explorer ces zones nordiques, et qui étaient juste là où nous vivons aujourd'hui, eh ben, il est venu avec dans ses poches, dans sa besace, peut-être quelques graines de plantes qu'il consommait, quelques graines de fruits qu'il aimait bien manger. Et puis surtout, il est venu avec de la poussière sous ses pieds. Il est venu avec des spores de champignons. Il est venu avec les microbiotes associés à chacune des plantes qu'il a transportées avec lui. Il a commencé à construire un écosystème qui est devenu de plus en plus favorable à son développement. La nature procède de la même façon pour tous les êtres vivants.
quand on laisse une forêt avec des vaches à l'intérieur, ben, la forêt va être de plus en plus herbeuse, hein, et pareil avec des moutons. Et si on les laisse un petit peu trop longtemps, ben même les arbres ne pousseront plus au bout d'un moment. Et lorsqu'ils mourront de leur belle mort, eh ben, toute une forêt se transformera en prairie parce que ces animaux mangent de l'herbe. Voyez. Les milieux évoluent en permanence pour être de plus en plus adaptés aux êtres qui y vivent et Homo sapiens n'a pas dérogé à la règle. Et nous, on est arrivé dans tous ces écosystèmes avec nos fruits, nos arbres fruitiers. Hein, des cerises au printemps, des prunes, peut-être des pêches ou des abricots en été, des pommes et des poires en automne, et des noix et des châtaignes en hiver. Voilà, et on a apporté tous ces fruits, on a apporté tout ce cortège de plantes, et en même temps, on a permis le développement d'une certaine trame mycorhizienne dans le sol. Ce qui est étonnant, c'est que notre trame cultivée est essentiellement composée de glomus, un de ces champignons endomycorhiziens. La trame sauvage, la trame de la forêt, est principalement composée de champignons ectomycorhiziens, dont certains on nous apprécie beaucoup. On a parlé des morilles, mais les cèpes, les girolles, enfin, les trompettes, de la mort, enfin, quasiment tous les champignons à chapeau que nous aimons tellement manger sont des champignons ectomycorhiziens, hein, enfin ceux des forêts. Voilà. Et donc, on a fait coexister deux milieux. Un milieu endomycorhizien, celui de nos jardins, celui de nos fermes, celui de zones dans lesquelles nous vivons, et un milieu à ectomycorhize, qui est celui de la nature sauvage. Et aujourd'hui, finalement, une des solutions à ce changement climatique serait peut-être d'arriver à faire interconnecter ces deux milieux l'un dans l'autre. Je m'explique. Bien sûr, dans les zones ouvertes, de commencer à y mettre beaucoup plus d'arbres, et d'arbres fruitiers notamment. Mais de toutes ces plantes endomycorhiziennes, qui sont susceptibles de mieux s'adapter au réchauffement climatique. À choisir prioritairement dans celles que nous avons déjà chez nous, et peut-être aussi un petit peu dans celles qui sont un tout petit peu plus au sud de chez nous. Hein. D'ailleurs, ça, c'est déjà inscrit dans le cœur des gens. Hein. Il y a plein. Pourquoi est-ce que soudainement tout le monde aime les agrumes, les palmiers, les arbres, les oliviers, les arbres méditerranéens, hein? C'est déjà dans nos cœurs, ça, cette ouverture aux plantes qui viennent du Sud. Nous sommes déjà ouverts à accueillir ces grandes migrations du Sud, ces grandes migrations végétales et animales qui vont suivre du Sud pour rééquilibrer nos écosystèmes. Mais de la même façon, il va peut-être falloir que dans nos forêts, nous faisions aussi des haies, des corridors, des différentes façons de champignons endomycorhiziens. Plus de fruitiers, plus de diversité, plus de types de plantes différentes qui vont être capables de se soutenir mutuellement pour trouver plus de résilience et donc plus d'adaptation au réchauffement climatique. Et donc, dans les plantes avec lesquelles les arbres de nos forêts savent déjà vivre, parce que ça fait 12 000 ans qu'ils vivent ensemble, au moins dans nos lisières, ce sont toutes ces rosacées, toutes ces plantes de lisière, qu'il va peut-être nous falloir veiller à ce qu'elles aient une plus grande prédominance dans nos massifs forestiers. Voilà, et que finalement, ces forêts se mettent aussi à produire des fruits, que ces fruits attirent de plus en plus d'oiseaux, de plus en plus d'animaux. Il y a des fruits pour presque toute l'année, fruits de printemps, comme la cerise, fruits d'été, pêche, abricots, prunes, fruits d'automne, les pommes, les poires, les coings, les nachis, les fruits d'hiver, donc tous ces fruits à coque, hein, tous ces fruits qui permettent d'avoir
forme d'abondance et de nous nourrir nous, mais également de nourrir un grand nombre d'animaux dans les écosystèmes. Voilà, et chaque fois que on veillera à la diversité des plantes, on veillera en même temps, sans même s'en rendre compte, à la diversité des trames mycorhiziennes qui nous accompagnent. On ne peut pas prévoir ce qui se passera demain. Par contre, ce que l'on peut imaginer, c'est que plus on aura de champignons mycorhiziens différents dans nos sols, plus on aura de bactéries différentes, plus on aura de micro-organismes différents, plus il sera facile aux plantes qui vivent dans ces milieux-là de s'adapter et par là même de nous aussi nous adapter à ces milieux-là. Donc c'est vraiment dans la diversité que nous devrions orienter nos choix et nos actions. La vie est belle, la vie est merveilleuse. Et aujourd'hui, on aurait peut-être une mission, une nouvelle mission à apprendre à accomplir, qui est celle de juste faire confiance au monde des champignons, au monde des plantes, pour nous aider à résoudre ces problèmes de réchauffement climatique. Souvent, on a l'impression qu'il va nous falloir faire des choses énormes pour aider la nature, sauver la nature. Aujourd'hui, ma conviction la plus profonde, c'est que c'est la nature qui va nous sauver, qu'elle a en elle tout ce dont on peut avoir besoin pour créer des écosystèmes tout à fait généreux, malgré ce réchauffement climatique. Vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'un jour, un terrain, un lieu, une région, un pays évolue vers un désert, alors qu'à la même latitude, avec à peu près les mêmes conditions climatiques, un autre pays est resté vert, verdoyant et généreux. Lorsqu'un champignon pousse, il y a un moment où, vous savez, il va faire son carpophore, ce merveilleux carpophore que quelquefois on mange. Ce carpophore va émettre des spores. Et il se trouve que les spores des champignons sont profondément hydrophuges, comme si elles avaient peur de l'eau. Les champignons émettent d'autant plus de spores, les mycéliums font le champignon qui sort du sol quand il fait très humide. Et donc, les spores vont être émises au moment où il y a le plus d'humidité dans l'air, et notamment quand l'orage se prépare. Voyez. C'est là où les champignons émettent le plus de spores. Et quand l'orage se prépare, les spores, donc le champignon, le chapeau du champignon transpire et va commencer à créer une espèce de petit courant d'air qui va commencer à attirer les spores en suspension autour du champignon et un petit peu au-dessus. Le moindre courant d'air, le moindre petit vent va commencer à les diffuser sur de grandes hauteurs. Et lorsqu'une petite goutte d'eau va venir percuter ce nuage de spores, la petite goutte d'eau qui est parfaitement aérodynamique va chasser les spores qui vont avoir tendance à se mettre derrière la goutte d'eau et remonter dans un petit vortex qui est juste derrière la goutte d'eau, dans la turbulence de la goutte d'eau, à remonter la pluie pour arriver dans les nuages. Et lorsque les spores se retrouvent dans les nuages, soudainement, elles redeviennent hydrophiles et deviennent des points de condensation autour desquels la pluie se forme. Et vous voyez, la pluie retomber 3, 4, 5 km plus loin, pas très loin de l'endroit où les spores a été émises, pour ainsi refaire un autre cycle de 4 km, 5 km. Finalement, les pluies vont être de plus en plus abondantes. Dans de plus en plus abondantes, il va y avoir de plus en plus de feuilles, de plus en plus d'arbres qui vont transpirer de plus en plus et faire qu'il y a de plus en plus de pluie. Et les grands magiciens du fait que cette eau tombe
ce sont justement les champignons à chapeau, des champignons ectomycorhiziens, ceux qui n'aiment pas l'aridité. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. L'endomycorhizien va permettre la circulation de l'eau, la remontée des profondeurs, et l'ectomycorhizien, le cèpe, le bolet, la girole, va permettre de générer de la pluie. Donc en fait, les deux types d'arbres sont importants. Un pour faire venir l'eau de la rivière jusqu'à lui et l'autre pour faire venir l'eau des nuages jusqu'à lui. Dans la diversité de nos forêts, dans la diversité de nos agrosystèmes, dans la diversité des lieux dans lesquels nous allons vivre, eh bien aujourd'hui, nous avons le choix de planter des arbres d'une grande diversité qui fera qu'on aura de plus en plus d'eau ou non. Vous connaissez tous cette histoire de l'homme qui plantait des arbres, le conte de Vionnet. Il plante des arbres et la pluie, les sources reviennent. Ben, le problème aujourd'hui, c'est que personne n'y croit à cette histoire. Pourtant, il y a des tas de gens sur la planète qui le font ou qui l'ont fait avec des résultats tout à fait surprenants. Aujourd'hui, en plantant des arbres, ben non seulement on aura de l'ombre, donc des températures plus clémentes au lieu d'avoir des canicules, et en plus on aura des champignons, et ces champignons feront tomber de la pluie ou feront venir à eux l'eau des rivières ou l'eau des nappes phréatiques. Voilà, la vie est belle, la vie est extraordinaire. Et les champignons, ces petits filaments qui viennent de la nuit, des temps, de l'apparition de la vie sur Terre, ces petits champignons ont un rôle absolument primordial, important à jouer là-dedans. Et j'espère que ce petit entretien vous aura permis de mieux les aimer, de mieux les apprécier et de bien penser que chaque fois que vous récoltez des champignons, vous contribuez aussi à la dissémination de leur spore et en faisant ça, vous permettez aussi à la vie d'être de plus en plus belle.